Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être là dans la matinale de CNews. On va évoquer les deux crises majeures que traverse la France. Crise terroriste, crise sanitaire qui conduit à des décisions que ne comprennent pas les Français. Mais pour commencer, évidemment, le terrorisme. Nice, ville martyre, a célébré la Toussaint hier sous haute surveillance alors que la menace est au plus haut niveau. Tous les élèves de France vont participer d'ici quelques heures à une cérémonie en mémoire de Samuel Paty avec la lecture de la lettre de Jean Jaurès. On va évoquer sa mémoire dans un instant. Mais aujourd'hui, en cette fin de sombre année 2020, qui est notre ennemi? Quel visage a-t-il? Est-ce que c'est ce jeune Tunisien de 21 ans qui a semé la mort et le désarroi à Nice? Est-ce que c'est une nébuleuse? Est-ce que c'est un État? Qui affrontons-nous? Les deux. C'est une nébuleuse qu'il faut nommer, qui est une nébuleuse islamiste, islamisme radical, chauffé à blanc par des prédicateurs de haine. Et puis, c'est un État où ce sont des États, en l'occurrence un, c'est-à-dire la Turquie néo-ottomane d'Erdogan, qui a décidé de souffler sur les braises et qui s'est transformé en pyromane, en incendiaire des âmes. Quand vous voyez les tentatives de pogrom anti-arméniens dans les rues de Vienne, quand vous voyez de Dijon aussi, de Dijon, très récemment, quand vous voyez la manière dont Erdogan menace le président de la République française, vous voyez bien qu'on a là une espèce d'étau terrible entre ces jeunes islamistes radicalisés et puis un chef d'État qui joue la politique du pire et qui veut mettre la France à genoux. Donc c'est les deux, l'islamisme radical et Erdogan, qui portent une très lourde responsabilité dans cette affaire. L'islamisme a frappé déjà dans notre pays, et là Erdogan évidemment n'était pas en première ligne. Il profite, il surfe encore une fois sur cette vague d'islamisme. L'islamisme, c'est une tendance longue. Il y a presque 30 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La pureté dangereuse » et où j'essayais de construire le concept de fascislamisme. C'était en 1994. Après la vague d'attentats en Algérie, les décapitations de professeurs dont le seul crime était de prétendre faire cours en français à Oran et à Alger. Donc c'est une vague, c'est une guerre de longue durée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez cet incendiaire des esprits, ce profiteur de crimes qui s'appelle Erdogan et qui tente d'accélérer le processus. Et c'est extrêmement sérieux. Et la façon sans précédent dont il s'en est pris à la France et à son président de la République, dont il l'a personnellement menacé, marque une espèce de cran de plus dans cette stratégie mondiale de la terreur. Il a lancé une fatwa contre la France, contre le président Macron. Bien sûr, contre la France en général et contre son président en particulier. Et vous savez, j'ai suffisamment étudié ce genre d'histoire, ce genre de séquence pour que ça me fasse froid dans le dos. Quand j'entends les propos d'Erdogan sur le président de la République française, il y a là quelque chose de glaçant et Erdogan ne joue pas avec le feu, Erdogan allume le feu. Et d'ailleurs, vous avez vu d'un bout du monde arabo-musulman à l'autre, pas tout à fait partout, vous avez vu à partir de propos tronqués, à partir d'informations biaisées, des foules musulmane brûler le portrait du président de la République française, le piétiner, etc. Ça, c'est une situation vraiment nouvelle. Est-ce que le président Macron a eu raison de donner une interview à une chaîne arabe pour repréciser la ligne de la France, pour dire, voilà, on m'a fait dire, je soutiens les caricatures humiliant le prophète, moi je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays, c'est un droit, ce sont nos libertés. Il a eu totalement raison. Il a eu totalement raison, parce qu'il fallait rappeler ce qu'il a vraiment dit, parce qu'il fallait dissiper les malentendus, et parce qu'il fallait dire au monde arabo-musulman qu'en effet, la France, c'est ça. Quelles que soient les opinions de chacun, on ne sait pas au terme de cette interview, et on n'a d'ailleurs pas à le savoir, ce que pense le président dans son fort intérieur de ces caricatures. Ça n'est pas le sujet. Nous ne devons pas le savoir. Mais il a rappelé que le principe de la caricature, que la tradition qui va de Villon à Marot, à Béranger, au Chansonnier et à Charlie Hebdo
fait partie de la tradition française, fait partie de cette culture française. Et le rappeler au monde arabo-musulman, c'était essentiel. Et d'ailleurs, ça a eu un effet. Je lisais ce matin une déclaration, il me semble, importante, je ne suis pas politologue, mais du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, qui a donné acte au président français de cette explication et qui s'est félicité de cette clarification. Voilà. Donc, il a eu raison parce qu'il a dissipé les malentendus, il a dit les choses comme elles étaient. Ça vous rappelle quelle période de l'histoire, cette période que nous vivons, ces troubles, ce chaos qui menace partout? Ah, c'est toujours difficile à dire, mais je relisais ces derniers jours un très beau texte d'un grand écrivain, Georges Bataille, Le bleu du ciel, et je crois que dans l'avant-propos au livre, il parle de la marée montante du crime, qui marquait l'époque où il a écrit Le bleu du ciel, c'est-à-dire les années 30, 35, 36, la marée montante du crime. J'ai l'impression, quand je vois en effet, alors c'est pas la même chose bien sûr, mais quand je vois l'horrible massacre de Nice, quand je me souviens des attentats de 2015, Hyper Cacher, Charlie Hebdo, quand je vois les affrontements de bandes rivales dans telle ville française, à Montpellier, je me dis qu'on assiste en effet à une marée montante du crime, comme disait Georges Bataille donc dans ce texte de 1935. Et ça peut augurer, si les hommes en responsabilité n'ont pas le sang-froid nécessaire, d'une désocialisation générale, d'une rupture du lien social. Moi, ce qui me fait très peur depuis 20 ou 25 ans, c'est cette idée d'une société française ou de sociétés occidentales où l'ébullition arriverait à un point tel que le lien social comme tel finirait par imploser. Alors, on n'en est pas là. Il y a des élites républicaines qui tiennent les piliers de notre pays, qui sont les piliers de notre pays. Vous avez des instituteurs et des professeurs ce matin qui vont jouer leur rôle de hussards de la République. Vous avez les forces de l'ordre qui sont soumis franchement à rude épreuve, qui ne doivent probablement plus savoir où donner de la tête entre tous ces événements que nous venons d'évoquer. Donc la République tient. Jusqu'à quand ? Ce matin, vous l'avez rappelé, la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs va être lue aux enfants. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition, une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. C'est important d'entendre ces mots aujourd'hui. C'est important et il faut bien voir dans quel contexte ils ont été écrits. Cette lettre de Jaurès, elle a été écrite à une époque où d'autres intellectuels disaient « Attendez, un citoyen, ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Moi, je ne connais que des Auvergnats, je ne connais que des Bretons, je ne connais que des catholiques. » Et Jean Jaurès dit dans cette lettre, c'est ça le sous-texte, vous pouvez être auvergnat ou breton, vous pouvez être musulman, juif ou catholique, vous pouvez croire aux caricatures ou ne pas y croire. Il y a en plus de tout ça, en plus de ces identités singulières que vous chérissez au fond de votre âme, il y a une identité de plus qui surdétermine les autres et qui s'appelle la citoyenneté. Il y a une sorte de niveau, d'instance qui surplombe les autres et qui est l'œuvre de la République et qui s'appelle la citoyenneté. Et Jaurès, dans cette lettre, au fond, il dit à Maurice Barrès ou à Charles Maurras, bien sûr, vous avez raison, dans la vie courante, on rencontre des femmes et des hommes, on rencontre des jeunes et des vieux, mais tout cela ont en plus cette espèce de couche de sens et de couche identitaire qui les rapproche et qui tente à en faire des égaux et qui s'appelle la citoyenneté. Et c'est ça que l'école enseigne. Hommage aux instituteurs et à tous ceux qui, ce matin, vont rappeler ce qu'est la République. Quelle réponse face au terrorisme? Certains demandent que l'on s'asseye sur l'état de droit, que l'on passe à une législation de guerre, une justice d'exception, que l'on fasse un Guantanamo à la française. Quelle réponse vous apportez? Je suis contre. Je suis contre un Guantanamo à la française et je suis contre la justice d'exception parce que je
pense que ce qui manque, ce qui a manqué souvent, et ce qui n'a pas l'air de manquer ces jours-ci, c'est la volonté politique. Ce n'est pas les lois. Les lois sont là. Les lois existantes permettent à Gérard Darmanin de fermer l'association Baraka City, j'espère, de fermer, d'interdire le CCIF. Il n'y a pas besoin de législation d'exception pour dire les islamistes prêcheurs de haine, ceux qui veulent que la charia l'emporte sur la loi républicaine, n'ont pas la place dans le consensus républicain. Pas besoin d'état d'exception. Les états d'exception, vous savez, on sait comment ça commence, et puis on ne sait jamais comment la marée retombe, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure de Georges Bataille. On ne sait jamais comment on revient à la normale. Donc je crois qu'il est beaucoup plus sain de faire, c'est ce que fait le président Macron, c'est ce que fait Castex, c'est ce que fait Darmanin, utiliser au maximum les lois existantes pour dire aux radicaux, vous n'avez pas votre place dans la France chrétienne, juive, musulmane, héritière des Lumières, républicaine. Voilà, vous n'avez pas votre place dans cette France-là. Il y a la crise terroriste, il y a aussi la crise sanitaire que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que ce deuxième confinement est un aveu d'échec de la politique du gouvernement, avec un virus incontrôlable, avec des règles que plus personne ne comprend? On va fermer certains rayons maintenant dans les grandes surfaces pour ne pas pénaliser d'autres petits commerces. Comment trouver un consensus national ? Le consensus national, il est trouvé. Il y a un sondage dans le Parisien ce matin qui dit que 71% des Français sont partisans de ce confinement, sont résignés à ce que les fêtes de Noël ne se passent pas normalement. Donc ce n'est pas le problème du consensus. Le consensus, il est là. La question, c'est est-ce que ces mesures sont sages ? Le sont-elles ? Je n'en suis pas sûr. Je les respecterai comme j'ai respecté le premier confinement parce que je suis un républicain et parce que je suis ce citoyen dont je brossais le portrait tout à l'heure. Mais franchement, je ne suis pas sûr que interdire la vente des livres dans les grandes surfaces au prétexte qu'on a fermé les petites librairies, je ne suis pas sûr que la définition dans une sorte de catalogue à l'après-vert des produits essentiels et non essentiels, je ne suis pas sûr en un mot que créer la peur, ça soit la bonne solution. Vous savez, là encore, j'ai assez de mémoire philosophique pour savoir que l'anxiété, c'est un moteur, c'est bien, c'est un signal d'alarme, ça permet de ne pas être irresponsable. La peur, ça paralyse. La peur, ça rend fou. Cette distinction-là, il y a des philosophes, Martin Heidegger et d'autres qui l'ont faite. La peur, telle qu'elle est en train de se créer au carrefour des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, des décisions d'un gouvernement qui écoute peut-être trop les médecins, et des médecins qui ne voient pas plus loin que le bout de leur masque. Cette peur-là, je crois qu'elle n'est pas bonne conseillère et que ce n'est pas avec ça, c'est pas avec la peur qu'on affronte cette tragédie qu'est en effet la pandémie. Est-ce que vous êtes de ceux qui vous insurgez contre la fermeture des librairies, en sachant que, évidemment, c'est une défaite de l'esprit de ne pas pouvoir acheter de livres, mais en sachant aussi qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont basculé dans la précarité, qui, eux, n'auront rien à manger? Depuis le premier jour, j'ai écrit un petit livre au début du confinement où je suppliais pas seulement les dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont autant dans le brouillard que nous, pas seulement les médecins, parce que les médecins aussi sont dans le brouillard, comme toujours. La vérité médicale, c'est une vérité approximative qui tâtonne. Mais tous les décideurs et tous les responsables, j'espérais, je priais pour qu'ils prennent en considération tous les paramètres d'une société. La réponse à une crise sanitaire, c'est écouter les médecins, mais c'est aussi écouter les syndicalistes, mais c'est aussi écouter les responsables qui, tous les jours, place de la République, distribuent des repas chauds à des sans-abri. C'est écouter les libraires, c'est écouter les psychiatres qui voient monter en flèche le nombre de cas de personnes déstabilisées, en tout cas, sinon rendues folles par cette situation-là. C'est écouter tout ce monde-là. Et l'impératif de la vie, bien sûr, mais une vie réduite à la survie. Et pour combien de temps ?
parce que ça peut durer très longtemps, cette vie réduite à la survie. Il peut y avoir une troisième vague, une Il peut y avoir quatrième. une troisième vague, et puis il peut y avoir des épidémies de grippe, et puis il peut y avoir... c'est ainsi. Donc, je crois qu'on pêche par esprit de simplicité. Et ça, c'est un péché contre l'esprit. Et encore une fois, depuis le premier jour, je plaide, moi, pour écouter tous ceux qui ont quelque chose à nous dire sur la manière dont une société peut triompher d'une pareille tragédie. L'état d'urgence sanitaire, vous évoquiez tout à l'heure la façon de ressortir de ces états d'exception. Comment on va en ressortir, en fait, quand personne ne peut le dire aujourd'hui? Personne ne peut le dire, non. Personne ne peut le dire. La pandémie, on connaît l'histoire des pandémies. Elle a été étudiée par des grands chercheurs. L'épidémie de grippe espagnole, l'épidémie de 58, l'épidémie de 68-69. Elles ont hélas une logique qui n'obéit pas aux injonctions d'un ministre de la Santé. C'est pas un ennemi invisible. L'épidémie, c'est pas ça. Un virus, c'est pas un ennemi invisible. C'est pas une guerre sans frontières. C'est de la mort infiltrée dans le corps social. Et en effet, il y a aujourd'hui cette mort-là, ce virus, c'est un poison, hein, contrairement à un microbe qui signifie étymologiquement une petite vie. Un virus, c'est un poison, c'est de la pure mort. Eh bien, cette mort-là, elle est instillée dans le corps social. Voilà. Et comme souvent dans l'histoire de l'humanité, il faut faire face. Alors, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'on y fait face avec beaucoup plus de moyens que dans les temps passés, avec des médecins plus nombreux, avec une science beaucoup plus avancée, avec un souci de la vie humaine très grand, avec un vaccin qui arrive, parce qu'on a beau dire, pour les épidémies précédentes, il n'y a pas de vaccin du tout, jamais. Ou bien des vaccins qui arrivent au bout de 10 ans. Là, on va probablement battre le record du monde. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Sortir de la crise, ce serait peut-être aussi insister sur les bonnes nouvelles. Comme dans toute maladie. Vous savez, je le dis souvent, quand on est atteint, on a tous connu autour de nous des proches atteints d'une forme grave de cancer. Et les médecins nous disent toujours que serment d'Hippocrate minimal, il faut donner le moral aux malades. Et le moral contribue beaucoup à la guérison. Je crois qu'avoir un peu moins peur, céder un peu moins à la panique, vivre un peu moins dans des lazarets confinés, voir un peu moins nos semblables comme des menaces et penser un peu moins que pour être solidaire, il faut s'isoler, ça aussi, ça peut contribuer à vaincre la pandémie et, comme vous disiez, à en sortir. Merci beaucoup. Bernard-Henri Lévy d'être venu ce matin dans la matinale de CNews.